29 janvier 1945, 14h47. Holtzem, Belgique. Le sergent-chef Léonard Fink arrive au coin d'une ferme et s'arrête net. 90 soldats allemands le fixent. La moitié d'entre eux sont armés. L'autre moitié ramasse des fusils dans un tas au sol. 4 GI américains sont agenouillés dans la neige, les mains derrière la tête. Ces Allemands étaient prisonniers il y a 20 minutes. 80 d'entre eux ont été capturés par la compagnie de Fink lors de l'assaut du village. Gardés par 4 hommes, les seuls que l'on pouvait épargner. À présent, ils sont libres, armés et s'organisent pour attaquer la compagnie, c'est par l'arrière. Un officier allemand s'avance, enfonce un pistolet mitrailleur MP-40 dans le ventre de Fink et hurle quelque chose en allemand. Fink ne parle pas allemand. Aucun des Américains non plus. L'officier hurle de nouveau, plus fort, le visage rouge. Fink regarde les 90 Allemands, ses 4 soldats désarmés, le MP-40 pressé, contre son ventre et se met à rire. Le visage de l'officier allemand se tord de confusion, puis de rage. Il hurle plus fort. Fink rit encore plus fort. Ce qui suit se déroule en moins de 60 secondes. 21 Allemands mourront. Les autres jetteront leurs armes et se rendront. Et Léonard Fink recevra la médaille d'honneur pour l'un des actes de bravoure les plus insensés de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela parce qu'il n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Léonard Alfred Fink Jr. est né le 27 août 1916 à Braddock Township, en Pennsylvanie, une ville sidérurgique avec ses cheminées et ses fonderies bordant la rivière Monongahela, à 13 km à l'est de Pittsburgh. Fink a grandi vite. Il a appris tôt le sens des responsabilités. Lorsqu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1934, il s'occupait déjà de son jeune frère depuis des années. La Grande Dépression entrait dans sa 5e année. Le travail était rare. Aller à l'université relevait du rêve. Juin 1941. Alors que la guerre faisait rage en Europe et en Asie, le Congrès prolonge la conscription. Le numéro de Fink est tiré au sort. Il se présente au centre de recrutement de Williamsburg, en Pennsylvanie. Il a 24 ans, mesure 1,65 m et pèse 63 kg. L'examinateur médical de l'armée le regarde et pense probablement à un poste administratif. Il se trompe. Fink se porte volontaire pour les parachutistes. En 1941, les forces aéroportées américaines existent à peine. Le concept est nouveau. Sauter d'avion en parfait état de marche, pour atterrir derrière les lignes ennemies et combattre encerclés. Pour la plupart des soldats, cela ressemble à du suicide. Les volontaires sont d'une autre trempe. Ils n'ont pas le choix. L'entraînement aéroporté est conçu pour vous briser. 5 semaines de course, de saut, d'escalade, de chute, un conditionnement physique brutal qui élimine la moitié des candidats. Puis les tours de saut, puis l'avion. La première fois que vous sautez d'un C-47 à 365 mètres d'altitude, tout votre corps vous crie de vous agripper à la porte. Le sol est loin. Le vent vous fouette le visage. Votre parachute n'est qu'un amas de tissu, de cordes et de foie. Fink obtient son brevet de parachutiste. Il est affecté à la compagnie C, 1er bataillon, 508e régiment d'infanterie parachutiste, Camp Blanding, Floride. Le 58e embarque pour l'Angleterre fin 1943. Il rejoint la 82e division aéroportée, les All-Americans, vétérans de Sicile et d'Italie. Ces hommes ont déjà combattu. Ils ont déjà tué et vu mourir des camarades. Fink est le petit nouveau, 27 ans, un âge vénérable pour un parachutiste. La plupart de ses camarades ont à peine 20 ans. Mais Fink a quelque chose qu'ils n'ont pas. De la maturité, de la constance, cette compétence tranquille qui pousse les hommes à vous suivre jusqu'en enfer. Le jour J, il est chef d'escouade. À terme, il sera directeur général par intérim de la compagnie. Mais avant cela, il doit survivre au débarquement de Normandie. 6 juin 1944.1H30. Le C-47 Skytrain tremble sous les tirs de DCA qui explosent autour de lui. Fink est debout dans la nacelle. La file de parachutistes attend son tour. 27 kg d'équipements sont sanglés sur son corps. Mitraillettes MIA-1, Thompson, munitions, grenades, rations, trousses de secours. L'avion est à 120 mètres d'altitude, trop bas pour un saut en toute sécurité. Mais les pilotes ne peuvent pas prendre de l'altitude. Les tirs de DCA allemands sont partout. Les balles traçantes sillonnent l'obscurité comme des lucioles en colère. Les hommes entendent des éclats d'obus ricochés sur le fuselage.
Le débarquement de Normandie implique 13 000 parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées. Leur mission est de laisser tomber les parachutistes derrière les plages, de sécuriser les ponts et les carrefours et d'empêcher les renforts allemands d'atteindre la côte. Rien ne se passe comme prévu. Le feu vert s'allume. Funk saute. L'explosion de l'hélice le frappe de plein fouet. Puis le parachute se déploie et le silence se fait. En dessous de lui, la France occupée. Territoire ennemi à perte de vue. L'opération aéroportée du jour J est un chaos dès la première minute. Les tirs de la DCA allemande ont dispersé les formations sur 80 km de campagne française. Des parachutistes atterrissent dans des champs inondés et se noient sous le poids de leur équipement. D'autres atterrissent au milieu de camps allemands et meurent avant même d'avoir pu se libérer de leur harnais. Funk atterrit brutalement. Sa cheville se tord à l'impact, gravement foulée, peut-être fracturée. La douleur est immédiate et intense. Chaque pas sera une torture pendant les 2 semaines à venir. Mais il peut marcher, il peut se battre, et c'est tout ce qui compte. Il ramasse son parachute, l'enterre et se met en marche. Il est à 65 km de sa zone de largage. 65 km de territoire occupé par les Allemands, seul dans l'obscurité. En quelques heures, il a retrouvé un groupe de parachutistes perdus, des hommes de différentes unités, de différentes compagnies, de différents régiments. Au final, ils sont 18, tous, en quête d'un chef. Funk le leur offre. Pendant 10 jours, Funk mène ce groupe à travers le territoire occupé par les Allemands, voyageant de nuit, se cachant le jour, combattant quand il le faut. Il insiste pour servir d'éclaireur en chef malgré sa cheville blessée, se mettant dans la position la plus dangereuse pour protéger ses hommes. Ils rejoignent les forces alliées le 17 juin. Tous survivent, pas une seule victime. 10 jours derrière les lignes ennemies. 65 km de France occupée par les Allemands. Et Léonard Funk les ramène tous sains et saufs. La Silver Star, la 3e plus haute décoration militaire, ainsi qu'une Bronze Star pour service méritoire et sa première Purple Hat. Funk ne fait que commencer. 17 septembre 1944, Pays-Bas. Opération Market Garden. Le plus grand assaut aéroporté de l'histoire. 35 000 parachutistes largués aux Pays-Bas pour s'emparer d'une série de ponts sur le Rhin. Forces britanniques, américaines et polonaises, tous parachutés. Ensemble, si l'opération réussit, les Alliés seront en Allemagne pour Noël. Le plan du maréchal Montgomery est ambitieux, peut-être trop ambitieux. Les parachutistes doivent capturer et tenir cette pont sur 103 km de territoire néerlandais. Les forces terrestres devront emprunter une unique route pour les rejoindre. Tout repose sur la rapidité, l'effet de surprise et surtout sur le fait qu'aucun incident ne se produise. Mais tout tourne mal. La première division aéroportée britannique atterrit à Arnhem, au pont le plus éloigné. Elle est encerclée par des divisions blindées SS qui n'étaient pas censées être là. Pendant 9 jours, ils se battent et meurent dans les rues. Seuls 2000 hommes sur 10 000 survivent. L'histoire du pont trop éloigné est entrée dans l'histoire militaire comme un exemple à ne pas suivre. Mais Léonard Funk ignore tout du contexte global. Il ne connaît que sa mission. Appuyer les débarquements, sécuriser les zones de largage, éliminer les Allemands. Après l'atterrissage, sa compagnie sécurise son objectif. Mission classique. Le 5008 régiment opère près de Nice-Mégane, participant à la capture de ponts qui permettront aux forces terrestres de progresser. Funk remarque alors un imprévu. 3 canons antiaériens allemands de 20 mm tirent sur les planeurs alliés qui approchent. Ces planeurs transportent des renforts, des jeeps, de l'artillerie, des munitions et du matériel médical. Si le feu se poursuit, des centaines d'hommes mourront avant même d'avoir touché le sol. La position des canons est retranchée sur les hauteurs près de Vauxhall. Environ 20 soldats allemands serrent les canons et assurent la sécurité, les sacs de sable, le camouflage et des champs de tir croisés. Funk n'a que 3 hommes. La doctrine militaire standard exige un avantage numérique de 3 contre 1 pour attaquer une position préparée. Funk est dans la situation inverse. Il est en infériorité numérique de 7 contre 1. Il attaque malgré tout. En tête, Funk et sa patrouille de 3 hommes prennent d'assaut la position allemande. Ils éliminent le détachement de sécurité, prennent d'assaut les positions des canons et neutralisent les 3 canons et leurs servants. 20 Allemands, 3 Américains. Les canons se taisent. Les planeurs atterrissent sans encombre. La Distinguished Service Cross, la 2e plus haute décoration pour bravoure,
juste en dessous de la Medal of Honor. Fink possède désormais une Silver Star et une DSC, deux des décorations de combat les plus rares de l'armée américaine. La plupart des soldats qui en reçoivent une seule sont considérés comme des héros à vie. Mais Fink n'a pas dit son dernier mot. 16 décembre 1944. Les Allemands lancent leur dernière offensive désespérée. 3 armées, 400 000 hommes, 1400 chars, 1900 pièces d'artillerie. Ils percent les lignes américaines dans la forêt des Ardennes en direction du port d'Anvers. Le plan d'Hitler est insensé, mais il est presque couronné de succès. Il mise tout sur une attaque massive, diviser les armées alliées, s'emparer d'Anvers, imposer une paix négociée à l'ouest afin que l'Allemagne puisse se concentrer sur les soviétiques à l'est. Pour les Américains, c'est un cauchemar. L'offensive frappe des secteurs faiblement défendus, tenus par des recrues inexpérimentés et des vétérans épuisés, retirés du front pour se reposer. Des divisions entières s'effondrent. Des milliers de soldats se rendent. L'avancée allemande crée une brèche de 80 km de profondeur dans les lignes alliées. La bataille des Ardennes, la plus grande bataille que l'armée américaine livrera pendant la Seconde Guerre mondiale. 89 000 victimes américaines avant la fin des combats. Le climat est brutal. Neige, verglas, température descendant jusqu'à -5 degrés Celsius. Des hommes meurent de froid dans leurs tranchées. Les armes s'enraient. Les véhicules refusent de démarrer. Le froid est aussi mortel que les Allemands. Puis vient Malmedy. 17 décembre 1944, le premier jour de l'offensive, un convoi du 285e bataillon d'artillerie de campagne d'observation se déplace près du carrefour de Bonn lorsqu'il tombe sur le fer de lance du camp Gruppe Pieper, un groupement tactique blindé SS. Les Américains sont des troupes de l'arrière, des observateurs d'artillerie, des opérateurs radio. Ils ne sont pas équipés pour un combat contre des chars et de l'infanterie blindée. Après un bref engagement, 113 Américains se rendent. Ils sont rassemblés dans un champ près du carrefour. Mains en l'air, désarmés, prisonniers de guerre. Puis les SS ouvrent le feu. Mitrailleuses, pistolets, fusils. Les Allemands les abattent comme du bétail. Les hommes qui tentent de fuir sont fauchés. Les hommes blessés sont achevés d'une balle dans la tête. 84 Américains meurent dans ce champ. Certains survivent en faisant les morts. Ils restent allongés dans la neige pendant des heures. Des bottes allemandes passent devant eux. Des voix allemandes rient. À la tombée de la nuit, 43 survivants rampent et rejoignent les lignes américaines. La nouvelle se répand dans l'armée américaine. Quelques heures plus tard, les Allemands exécutent des prisonniers. Malmedy change tout. Avant la guerre en Europe, il existait des règles officieuses, tacites, mais bien réelles. Les soldats se rendaient lorsque la situation était désespérée. Les prisonniers étaient traités conformément à la Convention de Genève. Une sorte de professionnalisme glacial régnait entre les ennemis. Après Malmedy, les règles ont disparu. Les soldats américains jurent de ne jamais se rendre. Au SS, certaines unités transmettent des ordres. Pas de prisonniers SS quand Fink apprend. Le massacre, quelque chose se durcit en lui. Il en a déjà trop vu. Normandie, Hollande, des amis mourant dans les champs et les forêts d'Europe. Mais c'est différent. C'est un meurtre, l'exécution de 100 fois d'hommes qui s'étaient rendus de bonne foi. Léonard Fink décide qu'il ne se rendra jamais aux Allemands. Quoi qu'il arrive, cette décision comptera très bientôt. 29 janvier 1945. Les Ardennes. L'offensive allemande est brisée. Les Alliés repoussent l'ennemi. La compagnie, c'est du 58e régiment d'infanterie parachutiste, reçoit l'ordre de s'emparer du village belge de Holzem. Problème, la compagnie s'est en sous-effectif. L'officier en second a été tué. Ils n'ont pas assez d'hommes pour l'assaut. Fink assure l'intérim. Il examine ses effectifs réduits et prend une décision. Il se rend à la tente du quartier général de la compagnie. À l'intérieur se trouvent des employés administratifs, des magasiniers, des cuisiniers, des hommes qui, d'ordinaire, ne voient jamais le feu. Vous êtes tous fantassins maintenant, leur dit Fink. Prenez vos armes. On prend ce village. Ils forment une section improvisée. 30 hommes qui ont passé la majeure partie de la guerre derrière des bureaux. Ils ont certes reçu une formation de base, mais la plupart n'ont jamais tiré un seul coup de feu. Cela importe peu à Fink. Il a besoin de corps. Il en fera des soldats. La marche vers Olim est longue de 24 km à travers une neige épaisse jusqu'à la taille. Dans un blizzard violent, les températures sont largement négatives. Les obus d'artillerie allemands explosent autour d'eux, les harcelant de tirs sur les flancs.
Fink mène. L'assaut. Ils atteignent Holtzem. Fink organise l'assaut. Ses commis, ses soldats improvisés, le suivent dans le village. 15 maisons, toutes occupées par des Allemands. Mitrailleuses, fusils, grenades, Fink et ses hommes nettoient tout. 30 prisonniers, capturés. Pas une seule victime américaine. Une autre unité capture 50 Allemands supplémentaires. De l'autre côté de la ville, 80 prisonniers au total. Ils sont rassemblés dans la cour d'une ferme. Fink regarde ses hommes épuisés. Ils marchent et combattent depuis des heures. Il y a encore de la résistance dans d'autres parties du village. Des soldats allemands dispersés qui ne se sont pas encore rendus. Il ne peut détacher que 4 hommes pour garder. Les prisonniers. Gardez-les ici, ordonne-t-il aux gardes. Nous enverrons des renforts. Dès que possible. Fink retourne au combat. Il ignore ce qui va se passer. Derrière lui, pendant que Fink nettoie le reste de Hultheim, une patrouille allemande approche de la ferme. 10 hommes, peut-être 20, vêtus de capes de camouflage blanches par-dessus leurs uniformes. Dans la neige et la confusion, ils ressemblent presque trait pour trait à des soldats américains en tenue d'hiver. Les 4 gardes ne réalisent le danger que lorsqu'il est trop tard, point les Allemands les submergent, les désarment et les forcent à se mettre à genoux. Puis ils libèrent les prisonniers. 80 soldats allemands plus la patrouille qui les a libérés. 90 hommes au total. Ils s'emparent des armes dans le tas. Ils s'organisent rapidement. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Attaquer la compagnie, c'est par l'arrière. La compagnie de Fink est dispersée dans le village, nettoyant les zones de résistance. Ils ne s'attendent pas à une attaque par derrière. Si 90 Allemands les frappent alors qu'ils sont dispersés, ce sera un massacre. L'officier allemand responsable, probablement un lieutenant ou un capitaine, commence à donner des ordres. Positionnez les mitrailleuses ici. Installez l'embuscade là. Attendez mon signal. C'est alors que Léonard Fink apparaît au coin de la rue. Fink est venu vérifier l'état des prisonniers. Routine. S'assurer que les gardes vont bien. Voir si des renforts sont arrivés. Il ne s'attend pas à tomber sur 90 Allemands armés. Il contourne la ferme et se fige. La scène est surréaliste. Ces 4 gardes sont à genoux dans la neige. Les prisonniers, qui devraient être désarmés et contenus, sont debout, partout, fusil à la main, se préparant au combat. L'officier allemand repère immédiatement Fink. Les galons de sergent-chef sur sa manche le désignent comme un chef, une prise. L'officier s'avance, enfonce son MP40 dans le ventre de Fink et hurle un ordre en allemand. « Rendez-vous, déposez votre arme ». Sauf que Fink ne parle pas allemand. Il n'a aucune idée de ce que dit l'officier. L'officier hurle à nouveau, plus fort. Son visage est rouge, les veines de son cou sont saillantes. Fink regarde autour de lui. 90 Allemands, dont la moitié sont armés. Ces 4 hommes sont désarmés et impuissants. Un autre soldat américain se tient à côté de lui, tout aussi impuissant. Les chances de survie sont nulles. Il n'y a aucun scénario où Léonard Fink puisse gagner ce combat. Il est en infériorité numérique de 90 contre 1. La chose sensée, la chose rationnelle, c'est de se rendre. Mais Fink se souvient de Malmedy. 84 Américains assassinés dans un champ, abattus comme des bêtes, laissés à geler dans la neige. Il a déjà décidé qu'il ne se rendrait jamais aux Allemands. Alors, au lieu d'obéir, Léonard Fink fait quelque chose d'inexplicable. Il se met à rire. Personne ne sait exactement pourquoi Fink a ri. Peut-être était-ce une ruse, une tactique délibérée pour semer la confusion chez l'ennemi et gagner du temps. Peut-être était-ce le stress. Le cerveau humain fait des choses étranges. Face à une mort certaine, peut-être était-ce un amusement sincère. L'absurdité de la situation. Un officier, hurlant dans une langue que Fink ne comprenait pas, exigeant son obéissance. Fink lui-même a déclaré plus tard qu'il avait essayé d'arrêter de rire, mais qu'il n'y était pas parvenu. Quelque chose dans le cri de l'Allemand en allemand l'avait touché au vif. Quelle qu'en soit la raison, l'effet est dévastateur. L'officier allemand hurle plus fort. Fink rit encore plus fort. Il se penche, les épaules tremblantes, et appelle. Ces hommes, je ne comprends pas ce qu'il dit. Certains soldats allemands se mettent à rire, eux aussi. La tension est palpable. Leur officier est furieux. Et cet Américain n'arrête pas de ricaner. L'officier est complètement déstabilisé. Ce n'est pas ainsi que se comportent les prisonniers. Ils supplient, ils implorent, ils obéissent. Ils ne restent pas là à rire pendant qu'on leur enfonce un pistolet dans le ventre.
Pendant quelques secondes cruciales, l'officier allemand ne sait plus quoi faire. Et Leonard Funk profite de ces secondes. Toujours en train de rire, Funk porte lentement la main à sa mitraillette Thompson. Elle est en bandoulière, la position de port-standard pour les parachutistes. L'officier allemand observe. C'est bon signe. L'Américain rend enfin son arme. La main de Funk se referme sur la crosse de la Thompson. Il commence à la dégainer lentement, avec précaution. L'Allemand se détend légèrement. Il est sur le point d'avoir un autre prisonnier, un autre trophée. Funk agit alors d'un seul mouvement, plus vite que l'éclair. Il abaisse le Thompson, aligne le canon et presse sa détente. Le Thompson M1A1 tire 600 cartouches de calibre .45 ACP par minute. À bout portant, chaque balle frappe comme un coup de marteau. Les balles ne font pas que blesser, elles détruisent. La première rafale atteint l'officier allemand en plein cœur. 30 balles en moins de 3 secondes, l'officier est mort avant même de toucher le sol. Funk ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter. Dès l'instant où il a commencé à tirer, il s'est engagé à tous les tuer ou à mourir lui-même. Il n'y a pas de juste milieu. Il pivote, toujours en train de tirer. La Thompson projette une gerbe de plomb sur les soldats allemands les plus proches. Des hommes hurlent, des hommes tombent. Le sang gicle sur la neige. Les douilles tourbillonnent dans l'air, fumantes. Dans le froid, le chargeur est vide. 30 balles envolées en quelques secondes. C'est le moment critique. Recharger une Thompson prend 2 secondes si on est entraîné. 2 secondes, c'est une éternité dans un échange de tirs. 2 secondes, c'est assez pour que 90 Allemands tuent un Américain. Funk retire le chargeur vide, en insère un plein, arme la culasse et continue de tirer. Toute la séquence prend moins d'un battement de cœur. Mémoire musculaire. Des milliers d'heures d'entraînement condensées en un seul. Mouvement fluide. Au même moment, il hurle sur ses hommes. Ramassez leurs armes. Ramassez leurs armes. Les 4 gardes, toujours à genoux, se précipitent sur les fusils que les Allemands morront. Laissez tomber. Il y a quelques secondes, ils étaient prisonniers. Maintenant, ils se battent pour leur survie. C'est la panique chez les Allemands. Leur officier est mort. L'Américain qui riait est en train de les abattre. Personne n'a donné d'ordre pour ça. Personne ne sait quoi faire. Certains ripostent. Des balles sifflent à côté de la tête de Funk. Une balle tue le soldat qui se tient à côté de lui. Funk continue de tirer, de se déplacer, de tuer. Ses gardes ont maintenant des armes. Ils tirent aussi. Les Allemands sont pris dans un feu croisé auquel ils ne s'attendaient pas. 60 secondes, c'est tout ce qu'il faut. 21 soldats allemands gisent morts dans la neige. 24 autres sont blessés. Les autres, plus de 40, ont jeté leurs armes et levé les mains. Les prisonniers sont de nouveaux prisonniers. Leonard Funk se tient au milieu du carnage, la fumée s'échappant de sa Thompson, entourée de corps. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue, dit-il à ses hommes. La suite est presque décevante. La compagnie se sécurise aux Zem. Les Allemands capturés. Les survivants, en tout cas, sont conduits à l'arrière sous une escorte beaucoup plus importante cette fois. Funk rapporte, elle, incident à son supérieur. Juste un autre échange de tirs, juste un autre jour de guerre, mais l'histoire se répand dans le régiment, dans la division, dans toute la 82e division aéroportée. Le sergent qui s'est moqué de 90 Allemands en a tué la moitié avec une mitraillette Thompson. Lorsque la recommandation pour la médaille d'honneur arrive à Washington, personne ne la remet en question. Ce que Funk a fait à Holzem est incontestable. En infériorité numérique de 90 contre 1, une arme ennemie. Dans le ventre, au lieu de se rendre, il a attaqué. La citation officielle indique qu'il a reçu l'ordre de se rendre par un officier allemand qui lui a enfoncé un pistolet mitrailleur dans l'estomac. Bien qu'écrasant, le nombre est face à une mort quasi certaine. Le sergent-chef Funk, feignant d'obéir à l'ordre, commença lentement à dégainer sa mitraillette, puis, d'un mouvement fulgurant, aligna le canon et cribla l'officier allemand. Il se tourna vers les autres Allemands, tirant et criant aux autres Américains de s'emparer des armes ennemies. 5 septembre 1945. La Maison-Blanche. Le président, Harry Truman, remet la médaille d'honneur à Leonard Funk. « Je préférerais avoir cette médaille, » dit Truman, « être président des États-Unis. » Voyons ce que Leonard Funk a mérité pendant la Seconde Guerre mondiale. Médaille d'honneur pour Olim, croix du service distingué pour les canons antiaériens en Hollande.
Étoile d'argent pour avoir mené 18 hommes à travers 64 kilomètres de territoire ennemi en Normandie. Étoile de bronze pour service méritoire, cœur pourpre à 3 reprises. Il fut blessé à 3 reprises et continua le combat. Sans oublier le Khadgar français, l'ordre de Léopold II. Belgique, l'ordre militaire de Guillaume des Pays-Bas, l'équivalent néerlandais de la Croix de Victoria. Léonard Finquet, le parachutiste le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Mesurant 1,65 m et pesant 63,5 kg, cet ancien employé de magasin est devenu une légende. La guerre se termine. Finck rentre chez lui. Il n'écrit pas de livre, ne donne pas de conférences, ne transforme pas sa médaille d'honneur en carrière de conférencier ou en programme politique. Il ne profite pas de sa notoriété. Il retourne en Pennsylvanie et trouve un emploi à l'administration des anciens combattants. L'administration des anciens combattants. L'immense bureaucratie chargée de prendre soin des anciens soldats américains, d'aider les autres vétérans, à s'y retrouver dans les formalités administratives, de traiter les demandes d'invalidité, de simplifier les procédures pour ces hommes qui ont tout donné, qui ont maintenant besoin d'aide pour obtenir ce qui leur est dû. Le même genre de travail de commis qu'avant la guerre. Le même travail discret, peu prestigieux, mais nécessaire. Pendant 27 ans, Léonard Finck travaille à un bureau et aide les anciens combattants. Il gravit les échelons et devient chef de division du bureau régional de Pittsburgh. Bon salaire, horaire stable, une pension à la CL et Point et sa femme, Gertrude, reste à ses côtés. Tout au long de cette épreuve. Ils ont 2 filles. Ils vivent à McKee Sport, en Pennsylvanie, un quartier populaire, dans une ville ouvrière non loin de l'endroit où il a grandi. La médaille d'honneur est accrochée dans une vitrine. La croix du service distingué, l'étoile d'argent, toutes les décorations étrangères de France, de Belgique et des Pays-Bas. Il n'en parle jamais. Quand on l'interroge sur Holzem, sur les rires, sur les 90 Allemands, il hausse les épaules. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est tout. C'est tout ce qu'il dit. 20 novembre 1992. Braddock Hills, Pennsylvanie. Léonard Alfred Finck Jr. décède d'un cancer. Il a 76 ans. Il est enterré au cimetière national d'Arlington. Section 35, tombe 23 734. Parmi les héros de toutes les guerres américaines. Au moment de sa mort, il est le dernier récipiendaire survivant de la médaille d'honneur de la 82e division aéroportée de la Seconde Guerre mondiale. Un centre de remise en forme à Fort Bragg, aujourd'hui Fort Liberty, porte son nom. Une autoroute de Pennsylvanie porte son nom. Un bureau de poste à McKee Sport lui a été dédié en 2023. Mais la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Léonard Finck. Ils connaissent Audie Murphy. Ils connaissent Alvin York, le célèbre récipiendaire de la médaille d'honneur. Ils ne connaissent pas le parachutiste petit et discret qui a ri de 90 Allemands et en a tué 21 avec une mitraillette Thompson. Voici ce que l'histoire de Léonard Finck nous apprend. La guerre ne favorise pas les grands. Elle ne favorise pas les forts. Elle ne favorise pas les téméraires ni les intrépides. La guerre favorise ceux qui continuent de réfléchir quand tous les autres ont abandonné. À Holzem, Léonard Finck avait toutes les raisons de se rendre. Le calcul était impossible. 90 contre 1. Un pistolet dans le ventre. Ces hommes déjà faits prisonniers. N'importe qui de censé aurait abandonné. Mais Finck ne pensait pas au calcul. Il pensait à Malmedy. Aux 84 Américains assassinés dans un champ, à ce que les Allemands faisaient aux prisonniers, et il pensait à ces hommes, aux 4 gardes à genoux, aux soldats dispersés dans le village qui seraient pris par surprise si ces Allemands s'échappaient. Alors il rit, peut-être par tactique, peut-être sous l'effet du stress, peut-être parce que toute cette situation lui paraissait absurde. Et tandis que l'officier allemand était désorienté, tandis que tout le monde était déséquilibré, Léonard Finck passa à l'action. 60 secondes plus tard, il se tenait debout au milieu d'un champ de cadavres, vivant, alors qu'il aurait dû être mort. On attribue souvent au président Truman une citation à propos de la médaille d'honneur. Je préférerais avoir cette médaille plutôt que d'être président des États-Unis. Il a dit à Léonard Finck. 5 septembre 1945. La roseraie de la Maison-Blanche. Imaginez un peu. L'homme le plus puissant du monde. Celui qui venait de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. L'homme qui allait remodeler l'ordre mondial. Regardant un ancien vendeur d'1,65 originaire de Pennsylvanie et lui disant « Je préférerais être à votre place.
Car ce que Truman avait compris, ce que tous ceux qui lisent les citations de la médaille d'honneur comprennent, c'est que le courage n'est pas une question de taille, de force ou d'entraînement. Le courage, c'est ce que l'on fait quand on a un pistolet pointé sur soi et que 90 hommes veulent votre mort.